bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir donc à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et comme je crois que la plupart d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de venir sur place, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est notre institut et ce qu'il a réalisé. Et puis après, vous entendrez nos brillants cliniciens-chercheurs et puis vous aurez l'opportunité de vous rendre compte par vous-même en visitant l'Institut de ce qui s'y passe. Alors pourquoi l'Institut du cerveau et de la moelle épinière? Eh bien parce que cet institut a choisi de relever deux défis. Le premier, c'est le défi de la connaissance du cerveau, cet organe extrêmement complexe qui est organisé en différentes strates successives, depuis la molécule jusqu'au réseau de neurones qui permettent de produire ce dont Laurent Cohen va vous parler, qui sont à l'origine de toutes nos fonctions cognitives. Donc, percer le mystère du cerveau, de son fonctionnement, de la façon dont il se développe, tout ça nécessite des approches très complémentaires à différentes échelles, et c'est un des objectifs de l'Institut. Le second, c'est bien sûr de s'intéresser à ce qui se passe quand le cerveau dysfonctionne. Et à ce moment-là, on est face à des maladies, en particulier les maladies neurologiques, les maladies psychiatriques, qui sont extrêmement nombreuses, qui sont souvent des maladies chroniques, qui sont des maladies qui entraînent un handicap et dont le coût sociétal est extrêmement important, vous voyez, de l'ordre de 800 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. Et bien sûr, tout ça sans compter le poids qu'ils peuvent représenter pour la personne qui est atteinte et pour son entourage. Donc c'est vous dire qu'il y a deux aspects dans notre institut, un aspect de connaissance fondamentale et puis cette volonté de trouver des solutions, des remèdes pour soulager, guérir les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Et donc pour s'attaquer à ces deux questions, l'objectif était de créer un centre d'excellence à l'initiative de 3 membres fondateurs qui sont professeurs dans notre université, Gérard Saillant, Yves Agide et Olivier Lioncan, 2 neurologues qui ont conceptualisé cet institut et qui ont pu en faire un très grand centre de recherche qui s'appuie en fait sur un partenariat entre la Fondation ICM, qui a permis d'ériger ce bâtiment, et puis des partenaires académiques extrêmement forts qui sont listés ici. Et par exemple, notre institut est un centre de recherche en neurosciences, l'ICM, en partenariat avec le CNRS et l'INSERM, qui nous permet d'avoir une masse critique importante. Vous le voyez, 700 personnes travaillent ici, plus d'une centaine d'investigateurs, donc de chercheurs ou de cliniciens-chercheurs qui mènent leurs recherches de manière indépendante, répartis en 24 équipes. Et puis cet ensemble s'appuie sur une université importante, c'est la première université française, Sorbonne Université, qui délivre des formations de très grande qualité. Et enfin, cet institut, vous l'avez vu en arrivant ici, il est situé au cœur d'un hôpital, un hôpital qui abrite le plus grand pôle des maladies du système nerveux en Europe, qui est vraiment un centre de référence à l'échelle mondiale pour les maladies du système nerveux, et donc qui accueille, qui soigne près d'une centaine de milliers de patients par an, à travers 250 médecins très spécialisés dans ces pathologies. Donc vous voyez que c'est un environnement qui va depuis les patients qui sont dans l'hôpital, cliniciens-chercheurs, aux chercheurs, et puis vous le verrez aussi aux entrepreneurs. Donc c'est un écosystème extrêmement riche qui permet à des personnes de différentes formations de travailler ensemble dans un lieu unique. Et tout ça donne des marqueurs de l'identité de notre institut.
La recherche est résolument translationnelle, ça veut dire que c'est une recherche qui va de la paillasse au lit du patient et dans l'autre sens aussi. Donc on s'intéresse vraiment à comprendre les dysfonctionnements à l'origine des maladies, à les modéliser, à trouver des solutions qui passent par des modèles plus simples, mais qui s'appuient toujours sur les connaissances issues de l'observation des pathologies humaines. L'écosystème, je vous en ai dit un mot, patients, chercheurs, cliniciens, ingénieurs, entrepreneurs, dans un même bâtiment, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une occasion unique d'interagir. Et tout ça avec une volonté de qualité, d'excellence scientifique et une grande visibilité, puisque l'Institut a eu un certain nombre de labels prestigieux qui lui ont apporté des financements. Le label Institut hospitalo-universitaire, un des 7 français, le seul dans le domaine des neurosciences. Institut Carnot, par exemple, qui vise à promouvoir les partenariats industriels. Et évidemment, cet institut de recherche ne peut être que international. Et par exemple, à l'heure actuelle, 70% des jeunes chercheurs sont internationaux, ce qui montre l'attractivité de l'institut. C'est un institut qui a un impact économique, et en particulier grâce à l'incubation de start-up, à des partenariats industriels, on va le revoir, et puis qui a choisi de mettre en place des plateformes technologiques, vous aurez peut-être l'occasion d'en visiter, de très haut niveau, avec des équipements de pointe et des experts pour les faire fonctionner. Ces plateformes sont évidemment ouvertes sur l'extérieur et pas seulement pour l'ICM. Et puis en plus de toutes ces actions autour de la recherche ou des applications de la recherche, il y a tout le champ de l'éducation qui s'appuie évidemment sur Sorbonne Université, mais aussi sur un certain nombre d'initiatives qui viennent de l'ICM. On va le voir. Et donc, c'est une organisation qui est très particulière de par ce partenariat public-privé et cette intégration. Et grâce à tout ça et aux synergies entre le public et le privé qui travaillent ensemble ici, notre objectif, c'est de devenir vraiment un leader international et vraiment un lieu dans lequel de grandes découvertes sont et seront faites. Et puis vous allez voir que ce rôle de leader est quelque chose qui est en train de se construire et qu'on est sur une bonne dynamique. Alors, je ne veux pas vous parler dans les détails de la recherche, mais disons qu'aujourd'hui, nous avons 24 équipes qui appartiennent à différents domaines ou ces différentes approches, les approches moléculaires et cellulaires, la neurophysiologie pour comprendre comment est transmise l'information entre les neurones, à l'échelle des connexions entre les neurones, à l'échelle des circuits, la cognition illustrée par Laurent Cohen, et puis tous les aspects plus cliniques, la recherche clinique aussi, et cette recherche translationnelle qui fait un peu la particularité de l'Institut. Donc voilà une organisation, mais surtout ce qui est important pour nous, c'est que les chercheurs puissent travailler ensemble, quelles que soient les approches qu'ils mettent en œuvre. Et donc notre objectif, c'est vraiment de créer des synergies entre des disciplines différentes, des approches différentes, pour arriver à plus rapidement et à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et puis ce qui se passe au cours des maladies. Donc pour faire ça, depuis la création de l'Institut, qui est quand même récente, de 2011, nous avons une politique de recrutement de nouveaux chercheurs qui ont été sélectionnés à l'international par un Scientific Advisory Board, par un comité scientifique international. Et vous avez la liste de ces chercheurs. Et quand vous considérez qu'on a à l'heure actuelle 24 équipes, vous voyez qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont apparues dans notre environnement grâce à cette politique. Et c'est tout un écosystème très riche d'équipes de recherche et de chercheurs très dynamiques qui sont réunis à l'ICM. Et ces chercheurs, ils peuvent s'appuyer sur des plateformes technologiques. Et vous avez ici quelques exemples dans le domaine des explorations fonctionnelles, c'est en particulier toutes les plateformes qui permettent d'étudier chez l'homme, que ce soit
une personne saine ou une personne avec une maladie, le fonctionnement du cerveau. Vous voyez qu'on a des équipements de pointe, une machine TEP IRM par exemple, plusieurs IRM pour visualiser la structure et la fonction du cerveau, un équipement de magnétoencéphalographie, etc. Donc des plateformes technologiques très riches, des collections aussi de matériel biologique pour étudier les pathologies, et puis une expertise avancée dans le domaine de la bioinformatique et biostatistique, puisque toutes ces recherches génèrent des quantités très importantes de données. Donc vous voyez des investissements très importants dans l'équipement, mais aussi dans l'expertise qui est nécessaire au fonctionnement de ces équipements, à l'acquisition des données et à leur interprétation. Donc ça, c'est pour la recherche un peu fondamentale. Il y a aussi la recherche clinique qui est très forte, et grâce en particulier au centre d'investigation clinique qui est localisé au sein de l'ICM. Et grâce à son environnement, ce centre d'investigation clinique, grâce donc à l'hôpital qui l'entoure, est très performant en termes de recrutement et pour permettre aux patients de participer à la recherche. Et vous voyez que chaque année, 7000 patients sont inclus dans des protocoles de recherche, soit dans le centre d'investigation clinique, soit dans le pôle des maladies du système nerveux. Donc des chercheurs avec des plateformes, tous les outils de la recherche clinique, et puis une particularité et une force maintenant de notre institut, c'est cet incubateur et cette volonté de travailler en partenariat avec des acteurs privés. D'abord, c'est des partenariats industriels qui se sont développés au fur et à mesure des années et qui nous permettent de participer à l'innovation aussi d'industriels. C'est la maturation de projets et le dépôt de brevets qui montrent bien que des découvertes sont faites au sein de l'Institut, 55 brevets ces dernières années, c'est pas mal. Et puis cet incubateur qui accueille à l'heure actuelle 17 startups, mais 40 ont déjà été incubées chez nous. Elles ont réussi pour un grand nombre d'entre elles et ont créé de l'ordre de 300 emplois. Et le succès de l'incubation a été tel que nos surfaces se sont étendues à Station F, qui est juste à côté, et maintenant dans des locaux qui sont aussi en face de l'hôpital, nous permettent vraiment d'augmenter le nombre de startups, de les accompagner plus longtemps, parce qu'elles trouvent ici, dans cet environnement, toute l'expertise qui est nécessaire à l'accélération de leur programme. Donc cet aspect un peu entrepreneurial et qui nous apporte une vision un peu différente, mais aussi de nombreuses collaborations entre donc des startups et des chercheurs ou des plateformes de l'ICM. La dernière dimension dont je vous ai parlé, c'est celle de l'enseignement de la formation. Il se passe dans un institut avec 700 chercheurs. Il y a évidemment beaucoup d'étudiants en master, des étudiants qui sont en doctorat, plus d'une centaine, et qui sont formés localement par les équipes de recherche. Mais on a voulu aussi développer nos propres programmes de recherche et d'échange à l'échelle internationale. Et par exemple, dans le domaine des compétences en clinique et en recherche clinique, on a des échanges de jeunes internes avec l'université prestigieuse de Yale aux États-Unis. Je citerai aussi l'école d'été qui a lieu chaque année, qui s'appelle Brain to Market Summer School, donc du cerveau au marché, pour transférer des compétences à un public extrêmement divers, mais à former les neuro-entrepreneurs de demain sur des questions précises concernant des pathologies du système nerveux. Et puis, parce qu'on pense que les maladies neurodégénératives sont un des domaines amenés à se développer, et puis un des challenges aujourd'hui de la neurologie, puisque on dispose encore assez peu de traitements capables de modifier l'évolution de ces maladies. On pense qu'il faut former de nouvelles générations de chercheurs à ces pathologies. Et donc on a créé, avec plusieurs partenaires internationaux, un master spécialisé dans les maladies neurodégénératives qui s'appelle
iMind. Donc voilà, juste quelques initiatives dans le domaine de l'enseignement qui viennent en complément de ce qui est fait dans le domaine de la recherche ici. Toute cette politique a eu des résultats impressionnants, puisque maintenant l'ICM est mondialement connu, et puis on le mesure aussi à la façon dont les travaux des chercheurs de l'ICM sont repris par d'autres chercheurs. Et dans ce domaine, on peut dire que depuis 2018, l'ICM se trouve au 2e rang de 35 instituts internationaux dans le domaine de la neurologie. Donc notre force, notre grande force ici, c'est la neurologie, ce sont les cliniciens qui sont là, qui nous apportent cette visibilité, cette force extraordinaire dans ce domaine. Donc voilà, vous avez là quelques éléments qui montrent qu'à partir de rien, l'ICM n'existait pas en 2011. Bien sûr, l'hôpital à Pitié-Salpêtrière existait déjà. Mais en quelques années, s'est construit cet écosystème, on l'a animé, on l'a fait vivre, et je crois qu'il a réussi à se développer et à être maintenant intégré dans un ensemble mondial dans lequel il occupe une place assez visible. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, et on a encore énormément de défis à relever. Et c'est dans ce cadre que nos donateurs sont absolument essentiels pour nous donner ce plus qui va nous permettre d'aller plus vite, d'attirer les bonnes personnes, d'être capable d'investir dans les équipements de pointe, et pour relever ces 3 grands défis qui sont listés là de façon très simple. Le premier, c'est l'accélération de la recherche clinique. Je pense que Jean-Yves Delattre vous en parlera. Du fait de l'expertise monumentale du site dans le domaine des maladies neurologiques et psychiatriques, il y a clairement une place à prendre et à développer pour la recherche clinique, qu'elle soit destinée à mieux comprendre les maladies ou à essayer de nouveaux traitements pour tenter d'infléchir le cours de ces maladies. C'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Le second, c'est la révolution neuroinformatique. On a créé depuis 2 ans un centre de neuroinformatique à l'Institut qui est chargé de mettre en place toutes nos bases de données, de développer des outils d'intelligence artificielle, de machine learning pour analyser ces données, et en particulier dans le domaine médical, pour faire en sorte que ces outils nous servent à aller vers une médecine qui va être beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus adaptée à chaque individu, de façon à améliorer le diagnostic, à préciser le pronostic, et puis à choisir des thérapeutiques adaptées à chaque patient. Donc ça, c'est un objectif, on n'y est pas du tout encore, mais on est sur cette route avec la volonté d'y arriver. Et puis enfin, accélérer la valorisation économique, l'innovation médicale et scientifique, c'est ce qui se fait à travers nos partenariats, à travers le développement des startups, et c'est finalement la richesse de notre écosystème qui fait que nous avons dans ce domaine réussi, nous sommes attractifs, et il y a une véritable synergie entre le monde académique de l'ICM et de nos partenaires publics et des startups qui nous aident vraiment à accélérer le développement des applications, que ce soit des médicaments, que ce soit des dispositifs médicaux, que ce soit des outils de santé connectée. Tout ça se développe extrêmement bien dans cet environnement et peut être validé au plus haut niveau. Donc voilà en quelques mots une overview de ce qu'est l'ICM aujourd'hui. Et puis surtout, je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce qu'on veut en faire demain et quels sont nos énormes challenges par rapport aux maladies du système nerveux, à leur fréquence, à leur importance aussi, à leur gravité, et cette volonté qu'on a non seulement de découvrir les mécanismes, mais d'aller jusqu'au traitement de ces pathologies. Voilà, en quelques mots où nous en sommes. Je vous remercie de votre attention, et maintenant vous allez pouvoir écouter nos cliniciens-chercheurs qui sont l'âme de l'Institut. Merci.
On va donc laisser la parole au professeur Jean-Yves Delattre, qui est donc le chef du pôle des maladies du système nerveux de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, et neurologue, bien évidemment, neuro-oncologue plus précisément, et directeur médical de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Ce que je voulais vous préciser, c'est qu'à l'issue de l'intervention du professeur Delattre, comme celle du professeur Cohen, vous aurez quelques minutes pour poser quelques questions si vous le souhaitez. Moi, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là, si nombreux, parce que si vous êtes là, c'est quand même le signe que vous êtes à nos côtés, et c'est important. Et je vais donc vous donner l'éclairage de l'ICM qui est intégré dans un vaste hôpital, qui est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que sûrement vous connaissez. Et ce qui frappe dans cet hôpital, c'est à la fois son ancienneté. Alexis, l'ICM est moderne, récent. L'hôpital de la Salpêtrière, c'est dans l'image du neurologue, une dame très digne, qui a été construit au XVIIe siècle. Vous avez ici une gravure, vous voyez à gauche. Ça fait toujours un drôle d'effet de voir la fenêtre de son bureau sur une gravure du XVIIe siècle. Et les patients qui viennent à la Salpêtrière sont frappés. Là, j'ai mis juste un mail que j'ai reçu là récemment de la fille d'une patiente qui me disait, la fois où je suis venu à la Salpêtrière, je me rendais compte de la beauté de cet endroit. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler dans un hôpital qui est extrêmement beau et qui défie le temps. Dans cette présentation, je vais d'abord faire un très bref rappel historique, très simple, puis je vais vous présenter le pôle des maladies du système nerveux, voir avec vous quels sont les grands défis des neurosciences actuellement, et les enjeux des maladies du système nerveux, et comment on essaye de façon collective de développer la recherche clinique sur ces maladies. Alors sur le plan historique, de façon très simple, les maladies neurologiques, elles sont bien sûr connues depuis la nuit des temps, et vous avez ici en Égypte, vous voyez un patient dont on pense qu'il avait une séquelle d'une poliomyélite. Et puis après, le rôle du cerveau, et pendant très longtemps, on ne savait pas très bien, on ne savait pas à quoi servait le cerveau. Et c'est vraiment à la Salpêtrière, qui est peut-être le plus grand lieu au monde, où s'est développée la neurologie au XIXe siècle, donc c'est tout récent, avec l'école de Charcot, selon une tradition qu'on appelle la méthode anatomoclinique. C'est-à-dire que les patients qui étaient à la Salpêtrière, généralement, ils y passaient 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et donc les médecins qui étaient là pouvaient suivre l'évolution de la maladie. Et puis, bien sûr, malheureusement, le patient décédait. Et cette méthode anatomoclinique, c'était, on avait observé extrêmement finement les patients, et après, on regardait quelles lésions ils avaient dans leur système nerveux. Et vous voyez ici la première planche d'un patient qui avait une sclérose en plaques, qui a été rapportée ici, comme bien d'autres maladies du système nerveux. Au XXe siècle, c'est vraiment le progrès technologique qui domine. L'électroencéphalogramme, vous voyez ici à gauche, avec l'enregistrement d'une crise d'épilepsie. Puis, moi j'ai vécu ça, l'arrivée du scanner et de l'IRM, où on pouvait vraiment voir le cerveau, qui était une avancée extraordinaire. Puis ensuite, l'imagerie fonctionnelle, qui est largement utilisée aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est un patient, par exemple, on lui dit de remuer la main droite. Donc il fait ça pendant l'IRM, et on enregistre sur l'IRM les modifications du débit, qui permet de repérer finement, par exemple avant une intervention, où est située la représentation de la motricité de la main dans le cerveau. Ça, c'est un patient qui est en train de méditer. Et puis, on a aussi commencé à mieux comprendre les connexions entre les différentes zones du cerveau. Et surtout, il y a eu des progrès absolument considérables dans la compréhension de la génétique et de toute la machinerie cellulaire au niveau des cellules du système nerveux. Alors bien sûr, tous ces travaux ont eu des conséquences pratiques. Le diagnostic prénatal, directement conséquence des progrès dans le domaine de la génétique. La connaissance de l'anatomie du cerveau et de la physiopathologie de la maladie de Parkinson permet aussi de traiter aujourd'hui et d'améliorer de façon parfois très importante certains patients qui souffrent de maladie de Parkinson par des techniques de stimulation cérébrale profonde de certains noyaux du cerveau.
Dans les accidents vasculaires cérébraux, on a maintenant développé des technologies, vous voyez, qui permettent, au sein du cerveau, avec un cathéter qu'on monte dans les artères, et qui permet de retirer, il faut agir à toute vitesse, hein, il faut agir dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent l'accident vasculaire, où on peut retirer, si vous voulez, le caillot, et à ce moment-là, le patient préserve son système nerveux. Dans le domaine technologique de la neurochirurgie aussi, vous voyez ici un bloc opératoire, le chirurgien, il voit au travers d'un microscope opératoire, et puis il a devant lui un écran où en fait souvent il y a l'IRM du patient, et il sait, en regardant son écran, il voit exactement où va être situé son scalpel ou ce qu'on appelle le cavitron pour enlever une tumeur par exemple, et il va savoir exactement où il est et se repérer au millimètre près dans le cerveau pour opérer. Alors notre pôle des maladies du système nerveux, donc, qui regroupe toutes les spécialités qui de près ou de loin touchent aux neurosciences cliniques. Hein, donc il y a la neurologie avec vous voyez, plusieurs services, la psychiatrie avec 2 services, la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, le gros volet de la rééducation, la réhabilitation, on a 2 services, et puis tout ce qu'on appelle le plateau médico-technique avec la neurophysiologie, la neuropathologie. Donc vous voyez qu'on a une richesse clinique qui est absolument considérable, puisque on va à la fois d'une structure qu'on appelle l'USIDATU, par exemple, qui est une structure spécialisée dans l'accueil des autismes en crise. Les autismes dont même les structures les plus spécialisées ne peuvent plus prendre en charge. Et donc on peut être, je crois, fier que notre service public soit capable d'accueillir ces patients dans des conditions dignes pour essayer de les remettre sur une vie la plus normale possible. Et puis, vous voyez, à l'autre extrémité, on a le seul service de neuroréanimation de la région, avec des moyens qui sont très importants. Comme le disait Alexis, vous voyez, on est 250 médecins, on a plus de 1000 infirmières, aides-soignantes, professionnels de santé. Et ce pôle a donc une importance. Et donc la chance qu'on a eue, vous voyez, j'ai mis un trèfle à 4 feuilles pour ne pas oublier de dire que c'était vraiment une chance. La chance qu'on a eue, c'est d'unir notre pôle avec l'Institut du cerveau et de la moelle, et donc de réunir, je dirais, cette dame si respectable et qui a tant fait pour la discipline, aux moyens les plus modernes qu'amène l'ICM. Et donc, où on partage totalement, bien entendu, la devise de l'ICM, on y ajoute aussi nos missions de soignants et parfois d'accepter de ne pouvoir que soulager. C'est donc le grand pari, hein, c'est de réussir vraiment l'union entre les chercheurs et les médecins. Et c'est vraiment à cette tâche qu'on est attelé. Alors, quels sont les grands défis des neurosciences pour le XXIe siècle? Bon, bien sûr, on a vu qu'on a déjà pas mal avancé, mais il nous reste tant à faire. Déjà, c'est de comprendre le développement et la formation des réseaux neuronaux. Hein, cette extraordinaire transformation qui fait qu'un fœtus devient un être humain avec un cerveau aussi bien fait. Comment se font les connexions entre les neurones, entre des signaux qui sont des signaux positifs, des signaux qui sont négatifs, qui vont permettre à la connexion de suivre un trajet compliqué pour aller sur sa cible. Et à la fin, c'est toutes ces milliards et ces milliards de connexions qui nous feront ce que nous sommes. Et donc on a maintenant moyen, notamment à l'ICM, d'avoir des techniques de suivi de l'organisation de ce développement et de la formation de réseaux qui sont formidables. Et on voit par exemple chez un enfant, vous voyez, entre sa naissance et 2 ans, l'incroyable prolifération de connexions qui se passe. Et alors on sait maintenant qu'on continue à fabriquer des neurones à l'âge adulte. Et dans certaines zones du cerveau qui sont indiquées ici. Et puis pour nous remonter le moral et nous faire du bien, vous voyez que même chez des rats âgés, des rats de 18 mois, c'est un rat qui est déjà âgé, vous voyez que s'il est dans un milieu qu'on appelle enrichi, c'est-à-dire que c'est un rat qui est dans des conditions 5 étoiles, il est stimulé sans arrêt, il a une alimentation parfaite, il fait du sport, etc. Vous voyez que par rapport à un rat qui est simplement tranquillement dans sa cage,
on a le sentiment, on a même la preuve, que le marquage neuronal devient plus important. Le deuxième grand défi, c'est de comprendre le fonctionnement et la dynamique des réseaux. On a maintenant les moyens d'analyser et d'étudier, y compris par des voies optiques, soit de stimuler directement certains réseaux, soit au contraire de les inhiber, et puis de voir les connexions qu'ils établissent et le comportement qui en résulte. Et ça nous permet de comprendre que le système nerveux, c'est un système qui est très asservi, qui est extraordinairement contrôlé, qui est extraordinairement plastique. Vous voyez ici, ça c'est un singe à qui on apprend à prendre sa nourriture avec un tout petit plateau. Donc il faut vraiment que la finesse de ses doigts soit formidable pour prendre le petit plateau. Alors que là, au contraire, il a un plateau sur lequel vraiment il n'a aucune difficulté à trouver son alimentation. Et vous voyez que l'organisation de ces neurones dans la zone motrice va être différente entre le singe qui a vraiment des mouvements très fins à faire et le singe qui a juste un geste à faire. Et vous voyez, le cerveau est plastique. Il s'organise en fonction de ce qu'on lui demande. Et ça peut avoir des applications pratiques importantes. Par exemple, vous voyez ici un patient qui a une tumeur au cerveau, et la zone du langage est ici, vous voyez. Et il est déjà en partie réorganisé, la plasticité a joué son rôle, mais le chirurgien, quand il opère, il peut mettre exactement où sont ces zones sur le cerveau du patient, et il peut décider de n'opérer qu'une partie du cerveau, de laisser la plasticité faire son œuvre, de façon à ce que le cerveau se réorganise, et puis ensuite de retourner, une fois que la plasticité est faite, pour compléter, par exemple, une intervention. Alors je ne reviens pas sur ce tableau parce qu'Alexis en a parlé, c'est l'importance fondamentale des maladies du système nerveux, surtout dans nos sociétés, maladies psychiatriques, maladies neurodégénératives que nous craignons tous, mais aussi les maladies cérébrovasculaires et toutes ces maladies qui nous laissent handicapés. Alors il y a une donnée qui est très importante, c'est que la population mondiale vieillit. Alors vous savez que les maladies neurologiques sont très liées à l'âge. Et si on regarde, vous voyez, le monde en 2012, vous voyez qu'il y a les pays du nord de l'Europe et puis un petit peu d'Europe centrale, où il y a une population qui commence à être franchement âgée. Mais si on se projette en 2050, vous voyez que l'essentiel de la population mondiale aura considérablement vieilli. Et donc on peut en déduire que les maladies neurodégénératives seront plus fréquentes. Alors effectivement, vous voyez, sur la maladie que nous craignons tous, et dont nous avons souvent l'expérience parmi nos proches, qui est la maladie d'Alzheimer, vous voyez que le risque de développer la maladie est très très directement lié à l'âge. Vous voyez aussi que ça pose un problème économique majeur dans un pays comme les États-Unis. Vous voyez que le coût social de la maladie d'Alzheimer va être multiplié par un facteur 5 à 10 dans les décennies à venir, ce qui va poser un vrai problème sociétal. Alors, juste très brièvement, la maladie d'Alzheimer, vous savez que ça commence par des troubles de la mémoire, puis petit à petit va s'installer une démence affectant l'ensemble de nos fonctions cognitives, et que les lésions de base de la maladie, c'est ce qu'on appelle la plaque sénile, des dépôts amyloïdes qui se font dans le cerveau, et puis la dégénérescence progressive, on appelle la dégénérescence neurofibrillaire de nos neurones. Et puis on peut schématiser, vous voyez, ça commence dans l'hippocampe, qui est une structure qui est très impliquée dans la mémoire, c'est pourquoi le trouble de la mémoire est très souvent le premier symptôme de la maladie d'Alzheimer. Puis vous voyez après, un peu comme la mer qui monte, l'ensemble du cerveau va être affecté par ce processus neurodégénératif. Et là, c'est un projet sur lequel l'ICM s'implique beaucoup, notamment avec le professeur Bruno Dubois, qui est de réaliser qu'en réalité, on commence à perdre nos neurones bien avant d'avoir les symptômes de la maladie. Donc il y a une phase prodromale, si vous voulez, qui est considérable, alors qu'on est déjà en train d'avoir des lésions qui s'accumulent. Et il y a un vaste projet qui est conduit à l'ICM, qui est le projet qu'on appelle InSight, où des patients qui sont âgés mais qui n'ont pas encore les symptômes de la maladie d'Alzheimer ont accepté, se sont portés candidats, ont été volontaires pour qu'on puisse faire des analyses extrêmement poussées
pour essayer d'identifier des facteurs qui nous permettront de dire « Ah, il y a un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer dans les 10 années qui viennent. » Vous voyez, par exemple, il y a des techniques qu'on appelle de PET scan qui permettent d'identifier des patients qui commencent à accumuler l'amylose dans leur cerveau et qui pourrait être un marqueur. Donc ce type de gros travail qui nécessite des centaines de patients qui vont être suivis pendant de nombreuses années. Chaque patient va avoir une batterie d'examens qui est absolument considérable. Mais la connaissance viendra et bien sûr l'objectif, c'est traiter avant même que le patient ne s'en aperçoive. De même, il faut essayer de comprendre la cause de ce véritable fléau. Et actuellement, on pense, une des hypothèses, c'est ce que j'appelle, là, vous avez le domino, vous savez, on donne un petit coup de domino, et puis tous les dominos se couchent, et on pense que certaines protéines, justement, sont capables d'avoir cet effet anormal, et dont l'accumulation va développer, va finir par tuer le neurone. On pense que c'est comme ça, un phénomène domino, où la protéine anormale transmet à l'autre sa configuration anormale et finit par tuer le neurone. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une diapo pour être lue, c'est pour vous montrer à quel point un essai de ce type-là, la Cohort Insight, peut générer, là, vous voyez, vous en avez 33, mais en fait, il y en a plus que ça, de projets annexes pour essayer de mieux comprendre la phase prodromale de la maladie. Un autre champ très important, c'est bien entendu les maladies psychiatriques. C'est aussi un des grands fléaux de nos sociétés et un énorme champ d'investigation. Alors juste pour l'illustrer, par exemple, je vous parle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, c'est des patients qui vérifient 50 fois que la porte est fermée, qui se lavent les mains 100 ou plusieurs centaines de fois par jour, dont la vie est quand même massacrée par ce trouble. Et on a quand même des arguments assez solides pour penser que cette trouble obsessionnel compulsif résulte de boucles anormales qui s'auto-activent et qu'il faut essayer de bloquer. Et on a même si on n'est pas tout à fait, on ne peut pas comparer un rat et un humain, mais on a des modèles, si vous voulez, chez l'animal qui peuvent ressembler un peu à ce qu'on observe dans les troubles obsessionnels compulsifs et qu'on peut étudier justement pour voir ces fameuses boucles qui s'auto-activent en permanence et qui pourrissent la vie des patients. Et là, donc, ça peut déboucher sur des traitements médicamenteux ou des traitements, par exemple ici, ce qu'on appelle, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, parce qu'on a vu que certaines zones du cerveau chez ces patients étaient activées. On peut, par stimulation magnétique transcrânienne, vous voyez, chez le patient, une méthode tout à fait atraumatique, essayer d'inhiber un peu l'hyperactivité qu'on a dans ces régions et ainsi leur rendre service. Et à l'extrême, si le patient ne peut plus vivre, ce qui arrive, ne peut plus vivre en raison de la sévérité du trouble obsessionnel compulsif, on peut aller sur des méthodes qui sont plus agressives et qui consistent à mettre certaines électrodes dans le cerveau pour apaiser la symptomatologie du patient. Comme l'a dit Alexis, on s'appuie sur un centre d'investigation clinique qui est dédié aux maladies du système nerveux et qui est un outil de travail extrêmement important pour nous, les cliniciens. Et puis, l'ICM est aussi moteur pour des projets, un projet qu'on appelle neurocatalyste. Neurocatalyste, ça veut dire investir dans des projets qui sont des preuves de concept, soit pour des technologies médicales, soit pour des médicaments, qu'on appelle le repositionnement de médicaments. Vous savez, on s'aperçoit parfois qu'un médicament qu'on va utiliser, je ne sais pas, pour une maladie qui n'a rien à voir, par exemple l'alcoolisme, on peut s'apercevoir qu'en réalité, elle a, par exemple, nous c'est ce qu'on fait au laboratoire, qu'elle peut avoir un effet tout à fait remarquable et qui était absolument inconnu sur des lignées de cellules tumorales. Et donc, le repositionnement de médicaments est aussi un objectif important. Et donc, juste pour vous en donner deux exemples de projets qui sont soutenus par Neurocatalyst, par exemple, il y a le projet MemoWave qui repose sur l'idée que lors du sommeil, on a certaines ondes très particulières et que lorsqu'on envoie un stimulus, notamment auditif, lors de cette onde lors du sommeil, on peut améliorer la mémorisation. Un autre projet qui s'appelle NeuroEnvirotech, vous savez que c'est pas facile de définir ce que c'est que la conscience
C'est quoi la conscience? Et on est amené à voir des patients qui sont dans le coma ou qui ont ce qu'on appelle des états végétatifs persistants. Comment savoir s'ils ont une conscience? Donc ça, c'est des travaux que mène le professeur Nakache ici, et qui met au point des outils complexes de stimulation multimodale où on enregistre tout le trajet des informations depuis le point de stimulus jusqu'au cortex cérébral pour être en mesure d'évaluer si le patient a ou pas des éléments qui permettent de dire qu'il a une conscience à un moment où il ne peut absolument pas s'exprimer. Et enfin, pour boucler la boucle, un autre projet qui est conduit par l'ICM, c'est le projet Neurotrial. C'est-à-dire, c'est de se dire, les industriels ont un peu de mal à investir dans le système nerveux, alors que nous, on cherche désespérément des agents à tester. C'est de se dire, on va construire notre propre structure qui est capable d'organiser de A à Z des projets de recherche clinique, qui est capable de contacter les laboratoires pharmaceutiques pour leur dire « Mais attendez, là, vous avez quelque chose qui peut être intéressant. Si vous voulez, on peut tout organiser pour pouvoir le tester. Il y a des arguments pour penser qu'il peut rendre service. » Et donc, en gros, d'acquérir une autonomie dans la conduite de la recherche clinique. Et donc ça, ce projet vient d'être lancé. Vous voyez, l'ICM se place comme ça entre tout l'hôpital et puis le centre d'investigation clinique en lien avec les grands instituts que sont l'INSERM et le CNRS. Et l'université, bien sûr. Voilà, donc pour conclure, je pense vraiment que cette union qui s'est créée entre le pôle des maladies du système nerveux et l'Institut du cerveau et de la moelle est vraiment une chance extraordinaire pour nous tous. Donc elle nous oblige aussi, elle nous engage. Que pour ce faire, et je crois qu'on est tous d'accord, il faut vraiment qu'on ait un esprit collectif, un esprit de pack. Alors j'ai pris une image de rugby, mais c'est sûr qu'en ce moment... Bon, il y aura au moins un pack qui tient bien la route, c'est celui de l'ICM. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Jean-Louis était là. On avait dit qu'il pouvait y avoir des questions. Oui. Oui, monsieur. Jean Cabane. Jean. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. L'espoir fait vivre. Ouais. Donne-nous un peu des bonnes nouvelles, Jean-Yves, sur ces maladies, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, où pour l'instant on a l'impression qu'on en quand même, malgré beaucoup de recherches, resté au traitement palliatif. Alors, pour Alzheimer, tu as raison. Alors, tu as raison déjà de dire l'espoir fait vivre. Parce que l'espoir, c'est une conviction. Et la conviction, elle se réalise. Moi, j'étais tellement frappé par les enfants qui mouraient tous de leucémie. Tu as connu ça aussi. Et le moment où les choses ont basculé, et on a vu qu'on pouvait soulager et puis mettre en rémission des enfants qui avaient la leucémie. Ça a été un moment incroyable où on avait de la toxicité. Mais les gens qui vivaient ça, ils étaient passionnés, ils y croyaient. L'espoir fait vivre. Et aujourd'hui, les leucémies de l'enfant, en général, l'objectif, c'est la guérison sans séquelles. Donc je pense qu'on est dans cette dynamique-là, Jean. Pour la sclérose en plaques, les choses ont quand même bien avancé. Il y a quand même maintenant des traitements qui rendent vraiment service. Alors est-ce qu'on a guéri la sclérose en plaques? Non. Par contre, toute la dimension des nouvelles immunothérapies dans la sclérose en plaques, et quand j'en parle avec mes collègues, parce que je ne suis pas un expert ni de la sclérose en plaques, ni de la maladie d'Alzheimer, il y a vraiment quelque chose qui a bougé de façon importante. Par contre, là où tu as tout à fait raison, c'est pour des maladies comme l'Alzheimer. On ne connaît pas bien la physiopathologie, j'ai dit la stratégie des dominos, mais enfin ça reste à démontrer. Et sur le plan thérapeutique, on a pris des claques terribles. Et ces claques ont été si fortes que l'industrie pharmaceutique s'est éloignée de la maladie d'Alzheimer. Et que l'équipe de Bruno, notamment, Bruno Dubois, s'est dit, mais c'est parce qu'on arrive trop tard. On arrive après la bagarre. On arrive quand le neurone est cuit.
Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver avant. C'est arriver avant. Laurent, tu connais ça aussi beaucoup mieux que moi. Donc, toute la stratégie, c'est de dire il faut dépister tôt et traiter tôt. Et il y a quelques arguments fragiles, Jean, pour penser qu'on peut quand même, par exemple, la substance amyloïde, vraiment la dépléter, et que l'idée, c'est qu'en la déplétant, mais c'est une hypothèse, c'est pas du tout prouvé, on puisse à condition de traiter tôt, on puisse réellement améliorer le patient. Alors c'est sûr que ça nous prendra du temps. Donc l'espoir fait vivre, oui, tout à fait. Mais je pense que je suis comme toi, je crois en la médecine. Bonjour, pareil au niveau des neurofibromatoses. Oui, la neurofibromatose, donc on la voit surtout au travers, bien sûr, des tumeurs qu'on peut voir chez nos patients, les gliomes du nerf optique, les neurofibromes, les neurinomes. On reste très axé, on n'est pas très bon, c'est-à-dire on est axé sur des stratégies chirurgicales, on est axé... quand on a vraiment un peu le couteau sous la gorge sur des techniques de radiothérapie et de chimiothérapie, mais on les fait le moins possible pour ne pas nuire aux patients, parce qu'on sait qu'avec la radiothérapie, c'est dangereux. On essaie de comprendre pourquoi certains enfants qui ont des astrocytomes pilocytiques, par exemple des nerfs optiques, des gliomes des nerfs optiques, pourquoi certains, on a l'impression qu'ils guérissent tout seuls. Vous voyez, ça reste un monde, je ne suis pas du tout un expert de la neurofibromatose, mais si vous voulez, je peux vous diriger vers des collègues dont c'est vraiment le thème d'intérêt et qui pourront répondre à vos questions. Oui, professeur Delattre, vous avez exposé donc les missions de l'ICM par rapport aux maladies neurodégénératives et aux maladies psychiatriques. Je voulais savoir si l'ICM avait également un défi à relever concernant les traumatisés crâniens, qui sont très nombreux par an, qui touchent une population jeune, qui ne sont pas des malades, qui n'intéressent pas beaucoup l'industrie pharmaceutique parce qu'ils ne prennent pas de médicaments à part en cas d'épilepsie. Est-ce que l'ICM peut également, s'est fixé une mission concernant cette problématique des traumatisés crâniens, qui est une épidémie silencieuse, comme l'appellent nos amis canadiens? Alexis, tu veux dire un mot là-dessus? Non, c'est vrai que je pense que la question elle est extrêmement pertinente parce que les traumatisés du crâne, alors on a quand même ici des unités qu'on appelle l'URO, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, qui essayent vraiment de s'impliquer dans la prise en charge de ce qui est un véritable fléau, parce que les patients sortent, les patients ne sont plus les mêmes, on ne les reconnaît plus, c'est une souffrance pour le patient et pour les familles qui est monumentale, dont on n'a pas idée. Je suis tout à fait d'accord avec le terme d'épidémie silencieuse. Mais pour répondre sincèrement à votre question, on n'a pas de projet actuellement, mais bon, c'est bien d'avoir ce type d'échange. On n'a pas de projet strictement dédié, par exemple, à la mise au point de modèles expérimentaux, parce qu'il faut travailler sur le traumatisme crânien comme on travaille avec toutes les maladies, sur des modèles, essayer de comprendre comment on peut améliorer, quelles sont les techniques de rééducation qui peuvent rendre service aux patients. Il y a aussi toute la dimension sociale de la prise en charge de ces patients, la considération de ce qu'ils ont, parce que c'est vrai que c'est une épidémie silencieuse, que le patient il se présente comme s'il était normal, et il est transformé. Il est transformé, mais vous voyez un beau jeune homme ou une jolie jeune femme, et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des séquelles. C'est ce genre de... Oui, mais on n'a pas de projet dédié actuellement. Mais comme on essaye de beaucoup se rapprocher de notre service de médecine physique rééducation, où là, pour le coup, il y a vraiment un intérêt majeur pour la prise en charge des traumatisés du crâne, c'est un projet qui peut tout à fait rentrer dans les objectifs qu'on se fixe. Il y a une infrastructure de recherche clinique qui dispose d'un financement, c'est vrai, tu as raison de le signaler. C'était il y a quelques mois, de labelliser, entre guillemets, des infrastructures de recherche clinique. Et il y a une des 13 thématiques, si je me souviens bien, qui est dédiée à
à la recherche clinique sur les traumatisés du crâne. Mais ça reste quand même assez marginal, il faut le reconnaître. Mais c'est un pas en avant. Oui, vous avez parlé des TOC. Nous connaissons de très près, pour ne pas en parler plus, une jeune femme qui s'enfonce dans les TOC de plus en plus, au point, comme vous le disiez, de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir sortir de chez elle. Elle a eu un protocole ici à la Salpêtrière, mais en fait, je crois que c'est une étudiante qui faisait un travail, et elle habite la province. Donc, la question que je pose, est-ce que à la Salpêtrière, en nous renseignant, nous pourrions trouver quelqu'un qui vraiment la prenne en charge, soit qu'elle habite Dole, dans le Jura. Mmh. Elle tourne en rond à Dole, elle ne vit plus, absolument plus, c'est de pis en pis. Et est-ce que quelqu'un, ici, on pourrait vraiment la prendre en charge en continuité et voir, parce que c'est une vie complètement gâchée, comme vous dites. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en contact avec le professeur Bruno Millet, ici, qui est vraiment un expert du TOC, qui a créé une unité qui s'appelle Stockade, pour prise en charge des TOC, notamment par les techniques de stimulation magnétique transcrânienne. Ce que je peux faire, c'est vous mettre en contact avec lui. Dole, c'est pas si loin que ça. On peut communiquer directement. Madame, vous nous laissez les coordonnées, puis on communique. On va passer au professeur Cohen. Ne vous faites pas d'illusions, je ne vais pas du tout répondre à la question de savoir que voient les aveugles. Comme vous l'avez compris sur les précédents exposés, étudier le cerveau se fait à plein de niveaux différents. Il y a des gens qui regardent une molécule, une synapse, un neurone, etc. Puis des gens qui regardent des circuits plus grands, et puis il y en a d'autres qui regardent les choses de façon beaucoup plus intégrée. Ils regardent comment marchent à la fois des millions de neurones, des régions entières du cerveau, et c'est plutôt ce genre de choses que je fais et que fait l'ensemble de l'équipe dont je m'occupe, avec Lionel Nakache, Paolo Bartolomeo et Jacobo Sitt. Et je vais vous donner un exemple de travaux qu'on a fait. C'est un exemple qui est comme une espèce de pincée de science tirée un peu au hasard dans ce qui se fait dans l'ICM. Alors on va parler un peu du système visuel. C'est-à-dire que le système visuel, évidemment, c'est pas que les yeux, c'est surtout un morceau de cerveau. Et si vous regardez tout l'arrière du cerveau, en fait, tout ce qui est... il n'y a pas un pointeur, si, il y a un pointeur. Si vous regardez ça, c'est un cerveau de macaque, mais c'est pas très différent d'un cerveau d'homme lorsqu'il s'agit de la vision. Tout l'arrière du cerveau que vous voyez en bleu, en gros, sert à voir, à savoir quels sont les objets qui nous entourent, où ils sont placés autour de nous, etc. Et en particulier, il y a le bas de ces régions bleues qui sert à reconnaître les objets, à voir ce que c'est une table, c'est une chaise, c'est un visage, etc. Et sur un cerveau humain, voilà en gros l'équivalent de cette région qui sert à reconnaître les objets. Tout le bas de l'arrière du cerveau sert à ça. Si on regarde un peu plus près comment est organisée cette étendue de cortex qui sert à reconnaître les objets, eh bien, c'est une espèce de mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des sous-régions de cortex, qui sont plus ou moins spécialisées dans différentes catégories d'objets. Et il y a par exemple une région qui est très spécialisée dans la reconnaissance des visages, une autre dans la reconnaissance des lieux, une autre dans la reconnaissance d'objets, et une autre, au moins chez les gens qui savent lire, eh bien, qui se spécialise dans la reconnaissance de ces objets un peu spéciaux que sont les lettres et les mots, qui sont des objets visuels comme d'autres, dans un certain sens. Alors, donc, il y a une petite région, là, qui est en rouge, là, c'est de l'IRM fonctionnel, comme vous avez vu tout à l'heure. Il y a cette petite région qui est en rouge dans l'hémisphère gauche, et qui sert à reconnaître les lettres et les mots écrits. Alors, le fait que cette région serve à ça, et d'une certaine manière ne soit nécessaire que à ça, se voit chez des patients. Par exemple, chez ce patient-là, dont vous voyez une IRM de son cerveau, là, reconstruite en transparence, et bien à l'intérieur, vous voyez
cette sorte de masse qui en fait correspond à un accident vasculaire cérébral. Ce patient a vécu un accident vasculaire cérébral qui l'avait privé de la capacité de lire. D'un jour à l'autre, il ne pouvait plus lire un seul mot, alors qu'il voyait, alors qu'il reconnaissait les visages, les objets, etc., parce que cette petite région que je vous ai montrée avait été endommagée chez lui. Et au début, il ne pouvait pas lire du tout, et puis comme vous voyez, cette courbe descend, ça veut dire que les mois et les années passant, il a récupéré, pas complètement, mais ses capacités de lecture se sont améliorées. Alors évidemment, on ne vient pas au monde avec déjà un système de lecture au point. Ça n'a pas été, l'évolution ne nous a pas sélectionné pour ça. Donc c'est un système qui se met en place quand vous êtes enfant ou adulte et que vous allez à l'école et que vous apprenez à lire. Et ce que vous voyez là, par exemple, c'est toujours des activations là par différents types d'objets dans le système visuel, toujours. Et vous voyez que chez des petits-enfants de 6 ans qui n'ont pas encore appris à lire, vous voyez déjà des régions qui sont spécialisées pour les maisons, des régions spécialisées pour les visages, plus ou moins. Mais vous ne voyez pas, évidemment, de régions spécialisées pour les mots. En revanche, si vous testez des enfants qui ont également 6 ans, mais qui, eux, ont commencé à apprendre à lire, ils ont fait une année de CP, eh bien, vous retrouvez la région des maisons, etc. Mais en plus, vous voyez cette tache verte, qui tout à l'heure était rouge, mais vous voyez cette tache verte qui est la région qui a cette spécialisation pour la reconnaissance des lettres et des mots que vous voyez. Et donc cette tache, cette région spécialisée, elle est là, et elle reste là par la suite, chez des enfants de 9 ans, chez des adultes, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a une caractéristique étonnante de cette région, finalement, c'est qu'elle est toujours au même endroit. On se dit, on n'est pas né avec. Quand on apprend à lire, il y a une région qui se spécialise dans la reconnaissance des lettres et des mots écrits, mais c'est toujours le même morceau du cortex visuel qui développe cette spécialisation, parce que l'ensemble de ce cortex qui sert à reconnaître les choses en général, c'est grand. C'est tout le dessous de l'arrière du cerveau, c'est très étendu, mais tu vois, la même petite région qui acquiert cette spécialisation pour la reconnaissance, pour la lecture, disons. Pourquoi est-ce que c'est toujours cette région et pas une autre? Alors, il y a 2 grandes raisons qui sont évoquées, qui sont peut-être vraies, probablement vraies toutes les 2. Le premier genre de raison, c'est que c'est une partie du système visuel qui est particulièrement appropriée pour voir bien des choses comme les lettres. Des lettres, ça se voit avec le centre du champ visuel. On ne lit pas, on ne peut pas lire avec la périphérie de son champ visuel. Si je vous montre un mot ici, vous n'allez pas pouvoir le lire. Il faut que ce soit au milieu. Il faut être sensible aux détails, etc. Et les différentes parties du cortex visuel sont plus ou moins sensibles aux détails, plus ou moins sensibles au centre du champ visuel ou à sa périphérie, etc. Donc, il se trouve que cette région qui sert à la lecture, eh bien, est particulièrement bien adaptée pour la perception des petits détails qui se trouvent au milieu. Donc, c'est un premier genre de raison pour lesquelles c'est cette région qui apprend à lire et pas une autre. Mais il y a un deuxième type de raison pour lesquelles c'est cette région qui apprend à lire et pas n'importe quelle. C'est que, dans l'ensemble de ce cortex visuel, eh bien, on a besoin d'une région qui soit bien liée au langage. Parce que, si vous lisez un mot, c'est pas qu'une question de vision. Certes, il faut voir les lettres, reconnaître que c'est un A, un B, etc. Mais il faut aussi être capable de rattacher ça à tout ce qu'on sait à propos d'un mot, par exemple. Ce mot veut dire ci, veut dire ça, se prononce comme ci, se prononce comme ça. Et ça, c'est pas dans le système visuel que ça se passe, la connaissance du sens et de la prononciation des mots. Ça se passe ailleurs, à distance, dans les régions du langage. Fameuse région du langage, de Broca, de Wernicke, etc. Donc il faut un petit bout du système visuel qui soit bien connecté, qui ait une bonne qualité de discussion avec ces régions du langage. Et ce qu'on avait fait ici, il y a quelques années, avec Florence Boilly, c'est que on est parti de ce cortex visuel. On a dit, voilà, ça c'est la région du langage, ça c'est la région qui sert à reconnaître les lettres. Un petit peu à côté, pas loin, mais un peu à côté, il y a une région dont je vous ai parlé qui sert à reconnaître, non pas les lettres, mais les visages. Donc on est parti de ces 2 régions, et on a suivi, avec de l'IRM de diffusion, les connexions, les câbles qui partent de ces régions, et on a regardé où ces câbles mènent, à distance dans le cerveau. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est que les câbles de substance blanche qui partent de la région de reconnaissance des lettres et des mots vont
plus dans les régions du langage, que vous voyez ici, la fameuse région de Broca, la fameuse région de Wernicke, etc., que les câbles qui partent de la région de la lecture vont plutôt dans les régions du langage, plus que les câbles qui partent de la région des visages. Autrement dit, une des raisons pour lesquelles c'est cette partie du système visuel qui sert à lire, c'est parce que c'est une partie du système visuel qui est bien connectée avec le système du langage. Autrement dit, donc si on voit ça, si on voit l'importance de la connexion, ça a une conséquence. C'est que si on prend des gens qui sont aveugles depuis toujours, eh bien, il se peut que cette même région, comme elle est bien connectée avec le langage, eh bien, indépendamment du fait que rien ne vienne par les yeux, elle pourrait jouer le même rôle, c'est-à-dire jouer un rôle dans la lecture. Et effectivement, il y a des travaux qui ont montré que quand des patients, des sujets aveugles, pas des patients, les gens qui sont aveugles de naissance ne sont pas spécialement des patients, généralement ils ne sont pas suivis médicalement, il n'y a rien à faire de particulier. Si on prend des aveugles de naissance, eh bien, quand ils lisent en braille, puisqu'évidemment ils ne lisent pas avec les yeux, ils lisent avec les doigts, quand ils lisent en braille, eh bien, c'est exactement cette même région du système dit visuel qui s'active que quand des gens qui voient lisent avec leurs yeux. Ça suggère que cette région sert à lire, normalement quand ça entre par les yeux, mais quand ça n'entre pas par les yeux et que ça entre par les doigts, ça joue le même rôle. Probablement parce que c'est une bonne région, parce qu'elle est bien connectée aux régions du langage. Alors, si on veut essayer d'aller plus loin, ce qu'on vient de voir, c'est que ce que fait le cortex visuel dépend beaucoup de ses relations avec le reste du cerveau, de ses connexions avec le reste du cerveau, et pas seulement de ce qui vient des yeux. Et si on élargit la question, on peut se dire, bon, mais si c'est comme ça, si peu importe d'une certaine manière ce qui entre par les yeux pour savoir à quoi sert le cortex visuel, qu'est-ce qui se passe chez des gens qui n'ont jamais rien vu, en dehors même du cas particulier de la lecture dont je vous ai parlé? Alors là, on a fait, avec Sami Aboud, qui a terminé sa thèse l'année dernière, ici, eh bien, on a fait 2 études que je vais vous montrer rapidement. Première étude utilise l'IRM. Alors, vous avez vu, je vous ai montré, Jean-Yves Delattre, tout à l'heure, vous a montré des exemples d'IRM fonctionnels. C'est la machine d'IRM que beaucoup de gens connaissent, parce qu'on a fait une IRM pour le genou, pour la tête, pour le dos, pour plein de choses. C'est la même machine. Eh bien, cette même machine d'IRM permet de faire des images fonctionnelles, c'est-à-dire de voir, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, quelles sont les régions de votre cerveau qui travaillent. Quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train de calculer, quand vous êtes en train de bouger, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté des sujets, des gens aveugles de naissance, des gens qui n'avaient jamais rien vu. Et chez lesquels on peut se demander, donc, cette énorme étendue de cerveau que je vous ai montré tout à l'heure, tout l'arrière du cerveau, qui n'a jamais été alimenté par des informations venant des yeux, à quoi est-ce que ça sert? L'idée générale, c'est que ça sert à 2 genres de choses. Premier genre de choses, ça contribue probablement à la perception dans d'autres modalités sensorielles, c'est-à-dire dans l'audition, dans le tact. Ces régions jouent un rôle dans l'audition et dans le tact chez des aveugles qu'elles ne jouent pas chez des gens qui ne sont pas aveugles. Deuxième chose, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, ce cortex visuel est probablement recyclé, d'une certaine manière, pour des fonctions qui n'ont rien à voir avec la perception, mais des fonctions intellectuelles, générales, très abstraites, comme le langage, la mémoire, la réflexion, des choses comme ça. Donc ce qu'on a fait avec ces sujets, c'est qu'on leur a présenté, on les a mis dans une machine d'IRM, et on leur a fait faire 4 expériences, 4 genres de tâches. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais vous allez voir, c'est des choses qui sont des activités intellectuelles un peu d'intérêt général. Par exemple, comprendre du langage. Ils devaient écouter des phrases, écouter des mots, etc. Deuxième genre de choses, de la mémoire, se souvenir de phrases qu'ils avaient entendues auparavant. Est-ce que j'ai déjà entendu celle-là? Est-ce que je n'ai pas déjà entendu? Troisième genre de choses, prendre d'une certaine manière des décisions. Donc des choses très variées. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce que vous voyez là, toutes ces innombrables images que vous voyez là, c'est des activations en IRM fonctionnel en orange. Ce que vous voyez en orange, ce sont des régions qui sont activées et chez les gens qui sont aveugles et chez les gens qui ne sont pas aveugles.
Donc c'est des régions qui servent de la même manière, finalement, que vous soyez aveugle ou non. Mais en plus, il y a les régions en bleu, et ces régions en bleu sont des régions qui ne sont activées que chez les aveugles. Donc vous voyez qu'il y a des régions qui sont activées en plus chez les aveugles par rapport aux non-aveugles, et qui sont des régions qui sont, comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, dans l'arrière du cerveau, toujours dans l'arrière du cerveau, dans ce cortex visuel. Donc le cortex visuel des aveugles s'active dans des activités intellectuelles qui n'ont rien à voir avec la perception. Et en plus, ce ne sont pas exactement les mêmes régions du cortex visuel qui sont activées, elles se ressemblent plus ou moins, mais ce n'est pas exactement les mêmes, selon ce que vous êtes en train de faire. Ainsi, quand c'est des tâches de langage, eh bien, vous avez des régions qui sont surtout dans l'hémisphère gauche, dans le cortex visuel de l'hémisphère gauche, qui s'activent chez les aveugles, alors que quand c'est de la mémoire, c'est d'autres régions, quand c'est des prises de décision, c'est encore d'autres régions. Comme si chaque processus intellectuel normal, d'une certaine manière, allait adopter une partie du cortex visuel vacant chez les aveugles. Et revenons à la petite région dont je vous parlais au début. La petite région dont je vous parlais au début, c'est la région du cortex visuel qui sert particulièrement à reconnaître les mots écrits, les lettres, la région de la lecture. Eh bien, ce qu'on voit ici, dans ces expériences dont je viens de vous parler, c'est que cette région, dont on considère, en tout cas chez les gens qui voient, qu'elle sert à la lecture et finalement qu'elle n'est nécessaire à rien d'autre, on voit que chez les aveugles, elle s'active fortement dans toutes les situations où il faut manipuler la signification de mots, le sens de mots. Là, c'est des choses qu'on a trouvées là, ça reprend une des images précédentes que je vous ai montrées. Par exemple, chez les aveugles, eh bien, si on leur présente des phrases qui veulent dire quelque chose, ils comptent les mots qui couvrent la page du journal, et qu'on compare ces activations avec les activations pour « il sige les fleux qui dase la plique du gorgnon », qui est une phrase bien fichue mais qui ne veut rien dire, eh bien, on s'aperçoit que cette région s'active plus quand ça veut dire quelque chose que quand ça veut rien dire. Elle s'active aussi si on demande aux gens de trouver des nouveaux mots en se fondant sur leur signification. On leur dit pomme et ils doivent, par exemple, dire manger. Et ça s'active plus que quand on leur dit pomme et qu'ils doivent juste répéter pomme. Autrement dit, c'est une région qui s'active quand les gens doivent manipuler, quand les aveugles, pas les non-aveugles, uniquement les aveugles, doivent manipuler le sens des mots. Qu'est-ce que ça suggère, ça ? Eh bien, ça suggère que cette région est recyclée pour l'utilisation du sens des mots, pour la manipulation du sens des mots chez les aveugles. C'est possible, mais c'est pas du tout sûr. C'est pas du tout sûr, parce que il se pourrait bien que on voit des activations, mais que ça ne serve à rien. Ça, c'est une caractéristique et une limite importante de l'imagerie cérébrale en général. Vous prenez quelqu'un, vous lui faites faire quelque chose, et vous voyez, il y a toutes ces régions cérébrales qui s'activent. Vous voyez, elles s'activent, elles travaillent, elles font des choses. La consommation d'oxygène, de glucose augmente. Bon. Ça veut dire que ces régions s'activent. Ça ne veut pas dire que ces régions sont vraiment nécessaires. Si ça se trouve, ça s'active juste comme ça et ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a encore besoin, de façon très importante, des données obtenues chez des patients qui ont des accidents cérébraux. Parce que si, chez un patient qui a eu un accident cérébral, vous voyez que cette région, quand elle est endommagée, donne un déficit, donne des problèmes, ça veut dire que cette région était nécessaire. Et ça, l'imagerie pure ne peut pas vous le dire. Bon. Donc, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré là, c'est que le cortex visuel des aveugles s'active quand on manipule le sens des mots. Mais si ça se trouve, il n'y a aucune information sur le sens des mots dans le cortex visuel. Si ça se trouve, ça s'active juste comme ça, parce que c'est rattaché à d'autres régions et que voilà, ça n'a rien de mieux à faire, ça s'active. On n'a pas montré qu'il y avait des informations sur le sens des mots. Alors, pour finir, je vous présente une deuxième expérience qu'on a faite et qui, cette fois-ci, utilise une autre méthode qui n'est plus l'IRM comme celle-ci, mais la magnétoencéphalographie. Il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs méthodes d'imagerie et que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'IRM qu'on a vu jusqu'à présent a, par exemple, ce qu'on appelle une bonne résolution spatiale. C'est-à-dire que dans l'espace du cerveau, dans le volume du cerveau, ça permet assez précisément de dire où les choses se passent. À quelques millimètres près, on peut dire c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Mais ça n'a pas une bonne résolution temporelle. C'est-à-dire que ça ne permet pas de dire exactement quand les choses se passent. Si je vous fais lire un mot, par exemple, l'IRM va montrer plein de régions du cerveau qui s'activent. Mais ne permettront pas de dire c'est d'abord celle-ci, puis celle-ci, puis celle-là. Ça ne permettra pas d'avoir cette bonne résolution temporelle.
Inversement, la magnétoencéphalographie, elle, qui mesure directement l'activité des neurones, eh bien, a une très bonne résolution temporelle. Ça permet de suivre milliseconde par milliseconde ce qui se passe dans le cerveau. Mais il y a un prix à payer, c'est que la résolution spatiale, c'est-à-dire dire où exactement les choses se passent dans le cerveau, la résolution spatiale est moins bonne. Quoi qu'il en soit, on est passé à la MEG et on a fait cette autre expérience chez des aveugles de naissance, là encore. C'était une expérience qui portait sur la dernière chose dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le sens des mots. Y a-t-il ou y a-t-il pas des informations sur le sens des mots qu'on entend dans le cortex visuel des aveugles? Donc on a présenté des mots, auditivement évidemment, à des aveugles, pendant qu'ils étaient dans une machine de magnétoencéphalographie, en leur demandant d'appuyer sur un bouton. Il fallait qu'ils fassent attention au sens des mots, donc en leur demandant d'appuyer sur un bouton, par exemple, si c'était un nom d'animal, et sur un autre bouton si c'était un nom de plante. On fait défiler des mots, ah, c'est un animal, plante, animal, voilà. Donc une expérience très simple, une tâche très simple. Et pendant que les sujets font ça, on recueille les données de la magnétoencéphalographie. Évidemment, on fait ça à un groupe d'aveugles, mais on fait ça également à un groupe de sujets voyants, pour pouvoir comparer. Ce que vous voyez là, c'est un petit film qui tourne en boucle de ce qui se passe pendant à peu près la seconde où des sujets voyants entendent un mot. Donc je vous ai dit, ils entendent des séries de mots, chameau, passoire, cornichon, pierre, etc., etc. Et ce qui se passe dans leur cerveau, pendant qu'ils entendent ça, vous voyez des activations qui commencent dans les régions du langage. Vous voyez, c'est l'hémisphère gauche, ça, surtout dans les régions du langage dans l'hémisphère gauche, la région de Broca, la région de Wernicke et d'autres, etc., qui évoluent. Et vous voyez, ça montre ça, ce que veut dire résolution temporelle. C'est-à-dire qu'on voit un film très fin, très précis, milliseconde par milliseconde, ce qu'on ne peut pas avoir avec de l'IRM. OK, donc un ensemble de régions qui s'activent. Maintenant, exactement le même film, équivalent, mais chez des sujets aveugles de naissance. Donc vous voyez, il y a des activations aussi dans les mêmes régions du langage, Broca, Wernicke, etc., surtout dans l'hémisphère gauche. Mais si vous regardez bien, il y a des choses en plus. Il y a également des choses qui se passent ici. Là, on voit le cerveau par en dessous, c'est-à-dire là, c'est la même chose. Dans l'arrière du cerveau, dans le cortex visuel. On voit que le cortex visuel, lui aussi, s'active. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais vous montrer ça, c'est juste la soustraction des deux films. C'est-à-dire, c'est ce qui est plus activé dans le film des aveugles que dans le film des pas aveugles. Donc vous voyez que là, on ne voit, pour ainsi dire, plus que en bleu ces activations dans le cortex visuel. Là. Le cortex visuel flambe chez les aveugles pendant qu'ils entendent des mots, ce qui ne se passe pas chez les gens qui ne sont pas aveugles. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne nous avait pas fait progresser d'un pouce par rapport à ce que nous avait montré l'IRM. L'IRM aussi nous avait montré que le cortex visuel des aveugles s'active quand ils entendent des mots. OK. On retrouve la même chose avec une autre méthode ici. Notre question était plus profonde. Notre question, c'est est-ce qu'il y a de l'information réellement sur la signification des mots dans ces fameuses activations? Donc, on a fait un autre type d'analyse qui consiste, qu'on appelle du décodage. Alors, le décodage, c'est quoi? Dans le principe, c'est très simple. Ça consiste à prendre les images, que ce soit des images d'IRM, des images de magnétoencéphalographie ou autre chose, et essayer de deviner, d'apprendre à une machine à deviner sur la base de ces images, si le sujet est en train d'entendre, par exemple, un nom d'animal ou un nom de plante. Autrement dit, c'est une manière de chercher dans ce signal ce qui nous dit c'est un nom d'animal ou c'est un nom de plante, ce qui distingue les situations où le patient entend un nom d'animal ou il entend un nom de plante. Ce que montrent ces deux courbes, c'est que si vous prenez tout le signal de tout le cerveau de ces patients, de ces gens aveugles ou des gens pas aveugles, en rose c'est les aveugles, en bleu c'est les pas aveugles, vous voyez, c'est tout à fait pareil, si vous prenez tout le signal de leur cerveau, eh bien vous êtes capable à un certain moment dans le temps de bien deviner s'ils sont en train d'entendre un nom d'animal ou un nom d'objet ou un nom de plante, etc. Donc cette courbe, ça vous montre juste, oui, on peut décoder. Oui, dans l'ensemble du signal de magnétoencéphalographie, de l'ensemble du cerveau de ces gens, il y a des informations sur le sens des mots qu'ils sont en train d'entendre. Très bien. Ensuite, dernière étape, et probablement dernière diapo, on se dit, OK, il y a quelque part, dans le temps et dans l'espace du cerveau, de l'information sur le sens des mots que les gens sont en train d'entendre. Mais quelles sont les régions du cerveau qui contribuent le plus à nous permettre de deviner
le sens des mots? Quelles sont les régions du cerveau qui sont importantes? Et là, si on va à la pêche de ces régions importantes du cerveau, qui nous permettent de décoder, et qu'on compare les régions du cerveau qui permettent de décoder chez les aveugles et chez les gens qui ne sont pas aveugles, on voit des différences. Et ce qu'on voit en l'occurrence, et ce n'est pas une surprise d'une certaine manière, mais enfin CQFD, ce que vous voyez en bleu, c'est toujours les mêmes régions, c'est l'arrière du cerveau, c'est le cortex visuel. Eh bien, le fait que ça apparaisse en bleu ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces régions contiennent beaucoup plus d'informations sur le sens des mots que vous entendez chez les aveugles que chez les gens qui ne sont pas aveugles. Alors, ce n'est pas encore du tout une preuve que ces régions sont nécessaires aux aveugles à comprendre le sens des mots. Ça ne prouve pas que c'est nécessaire, mais ça prouve au moins qu'il y a là-dedans de l'information sur la signification des mots que vous entendez, si vous êtes aveugle de naissance, pas si vous êtes voyant. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre des capacités de plasticité cérébrale assez considérables. Plasticité numéro 1 qui a permis à un petit enfant de modifier les propriétés de son cerveau quand il apprend à lire et à développer des régions spécialisées pour la lecture, et une plasticité à plus grande échelle chez des gens qui n'ont jamais rien vu et qui, d'une certaine façon, peuvent recycler l'espace de cortex disponible pour faire d'autres choses. Voilà, je vous remercie.